Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième séance du groupe de lecture de l'année 2025. Nous aurons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Dergen Bey, cofondateur de Galsen AI, co-initiateur du AI Hub Sénégal, membre de Galsen AI Lab, entre autres, et on va dire un des acteurs clés de Galsen AI, peut-être la personne sans qui aujourd'hui on n'aurait pas eu de Galsen AI. Why not English? Dergen peut choisir de faire sa présentation en anglais s'il veut. Sinon, bon, je fais l'intro en français. Je pense que c'est ce qui arrange le plus de monde dans ce groupe, bien que je sois assez d'accord avec Triple C que l'anglais serait sûrement mieux. Donc, sans plus tarder, donc Dergen, je te laisse la parole. On ne t'entend pas très bien. Vous m'entendez? Oui, là ça va. Ok, super. Bon, je pense pas que je pourrais faire la présentation en anglais. Je pense que la majorité ne serait peut-être pas très à l'aise avec ça, mais quand même, j'utilise des supports en anglais. Donc, je pense que peut-être ça va aider. Euh, donc, merci beaucoup, Ismaël, pour l'introduction. Je pense qu'il y a 1 heure au total pour la présentation. Oui, oui. Ok, super. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui va s'articuler sur un papier que j'ai beaucoup exploité durant ma thèse, parce que je fais aussi une thèse doctorale en NLP, donc sur tout ce qui est Task Oriented Dialogue System applied for lower source languages. Je travaille plus sur le Wolof comme langue de référence, mais je m'intéresse quand même à tout ce qui est lower source languages de manière générale. Et donc, ce papier-là est un peu central dans les travaux que je fais. Donc, du coup, j'ai tenu à le présenter. Donc, c'est un papier qui a été fait par des gars de Meta principalement, un certain Sébastien Cousteau, qui présente une approche de transfert multilingue pour faire du task-oriented dialogue systems. Donc, je pense que, pardon, on va commencer par introduire un peu les task-oriented dialogue systems, de quoi il s'agit. Donc, généralement, je fais euh, des, des résumés des papiers que j'ai lus. Donc, c'est quelque chose qui est assez utile, notamment pour suivre les papiers suivant leur étude, parce qu'on a tendance à les oublier très facilement. Et donc, pour introduire un peu les systèmes de dialogue, je vais m'appuyer sur un livre que je considère un peu comme la Bible du NLP. Je pense que beaucoup de personnes connaissent, Ismaël connaît très bien ce livre-là. Ça a été rédigé par un certain Dan Juravsky, donc je vous conseille vraiment de les voir. Je vais partager le lien dans le chat. Donc ça couvre pratiquement tous les aspects du NLP, et puis c'est mis à jour régulièrement, donc chaque année. Donc si vous allez au niveau du chapitre sur les chatbots and dialogue systems, vous allez avoir pas mal d'informations sur ça. Et donc, pour parler un peu des chatbots, de quoi il s'agit, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, le terme chatbot est différent, donc a une définition différente selon qu'on est dans le domaine industriel ou qu'on est dans le domaine de la recherche. Ça ne signifie pas vraiment les mêmes choses. Et donc, les systèmes de dialogue, on peut les voir un peu comme des agents conversationnels. C'est surtout des programmes ou des algorithmes qu'on met en place pour pouvoir faire en sorte que la machine puisse interagir avec l'utilisateur, un peu comme l'humain le ferait. Maintenant, dans le domaine de la recherche, on identifie 2 familles de systèmes de dialogue, ce qu'on appelle les task-oriented dialogue systems, donc les systèmes de dialogue qui sont orientés tâches, où l'utilisateur va converser avec le système dans le but d'accomplir une tâche spécifique. Donc, comme par exemple, trouver un restaurant, voilà, réserver une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. Donc, généralement, les conversations sont très courtes parce qu'il y a un objectif spécifique à atteindre. Contrairement aux task-oriented dialogue systems, il y a ce qu'on appelle les chatbots ou ce qu'on appelle aussi les domaines, euh, comment on les appelle déjà, open domain dialogue systems, donc les systèmes de dialogue à domaine ouvert, où ici, par contraste, l'idée, c'est vraiment de discuter de manière générale sur des sujets donc plus ou moins
plus ou moins sérieuses, un peu pour mimer la conversation humaine, donc de manière non structurée. Donc généralement dans le monde de la recherche, quand on parle de chatbot, il faut comprendre que ce sont des systèmes à domaine ouvert. Donc, quand on parle des systèmes orientés tâches, c'est des systèmes à domaine fermé. Maintenant, dans le monde de l'industrie ou dans la connaissance générale, les gens ont tendance à utiliser chatbot pour tout et n'importe quoi. Donc, et des systèmes comme ChatGPT ont tendance à renforcer ça parce qu'au sein de ces systèmes-là, ils vont à la fois incorporer du task oriented et du domaine et du open domaine. Donc ça, c'est un peu une partie introductive donc, de ces systèmes de dialogue-là. Et ici, en fait, le papier va explorer donc, son application pour des langues à faible ressources. Donc l'idée ici, c'est de partir du contexte dans lequel le papier a été établi. C'est-à-dire que dans le NLP, il y a deux familles de langues. Donc les langues qui sont dites à ressources riches, ce sont des langues comme l'anglais, par exemple, où il y a beaucoup de données qui sont disponibles, et des langues à ressources faibles qui ont beaucoup moins de données. Et donc, pour ces langues-là, en fait, généralement, pour faire une tâche spécifique en machine learning, il faut faire une première phase de collecte de données qui peuvent demander beaucoup d'efforts manuels donc, et demandent beaucoup de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle ça constitue un obstacle pour ces langues-là. Et généralement, pour essayer de régler ce problème-là, il y a différentes approches possibles. Et l'une des approches, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des données annotées. Donc, comment créer des données pour ces langues-là, ou bien comment faire en sorte d'exploiter des travaux qui ont été faits dans des langues à ressources riches pour les appliquer dans des langues à ressources faibles. Donc, c'est ça les principes de cross-lingual transfer learning. Et donc, les deux principaux problèmes qui sont adressés dans ce papier, donc c'est le problème du manque de données. Donc, comment faire pour créer de nouveaux datasets, mais aussi comment développer des approches efficientes pour créer facilement de nouveaux datasets. Et les problèmes aussi de généralisation des modèles, comment faire en sorte que les modèles existants puissent généraliser plus simplement dans ces langues-là. Donc, c'est ce qui est illustré donc, dans l'abstract. Donc, ils ont commencé par parler du problème de faiblesse de la donnée. Et comment est-ce que ça entrave les performances de ces modèles-là. Et donc, pour y remédier, les chercheurs ont proposé un dataset qu'ils ont collecté, donc un dataset multilingue, qui est composé de 57 000 données au total, donc avec 43 000 données en anglais, 8 000 données en espagnol et en thaïlandais. Et là, vous allez voir directement donc, la balance entre les différentes données. Donc, j'ai demandé à ChatGPT d'illustrer un peu le déséquilibre entre les différents jeux de données. Donc, vous voyez que même dans le dataset qu'il propose, l'anglais est toujours surreprésenté par rapport à l'espagnol et le thaïlandais. Et donc, au-delà de ce dataset aussi, il propose différentes approches donc de cross-lingual transfer. Donc, quand on parle de cross-lingual transfer, il y a le transfer learning, le fait d'utiliser un modèle qui est entraîné sur des données spécifiques, par exemple ici sur une langue spécifique, et puis on utilise le même modèle pour l'adapter donc sur d'autres données. Donc, c'est ça un peu le transfer learning. Et quand ça se fait dans différentes langues, on parle de cross-lingual transfer learning. Donc, ici, il propose une première approche qui consiste à traduire les données d'entraînement, ce qu'on appelle les translate train. Donc, on prend les données en anglais, on utilise on passe soit par des linguistes ou bien on utilise un système de traduction automatique et on traduit les données dans la langue cible et on utilise les données dans cette langue cible pour entraîner un modèle. Donc ça, c'est la partie de traduction. Ils ont proposé aussi des approches où ils vont utiliser des cross-lingual pretend embeddings. Donc, ils vont utiliser des embeddings qu'ils ont récupérés, donc des modèles pré-entraînés. Ils essayent de l'appliquer dans leur tâche spécifique. Et ils ont proposé aussi une nouvelle méthode où ils vont utiliser des systèmes de traduction. Donc, ils vont utiliser la partie encodeur du système de traduction pour récupérer des embeddings contextuels. Donc, ils vont passer par les mécanismes d'attention pour faire en sorte que les embeddings soient contextuels, contrairement à ces embeddings-là pre-trained qui sont des embeddings fixes. Et là, en comparant ces trois approches, en fait, ils vont rapidement se rendre compte que les résultats vont dépendre de la configuration de données dans laquelle tu te trouves. Et donc, ici, il montre que, en fait, si vous avez des centaines de données d'exemples, bah, les deux dernières approches-là sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire le fait de passer par des embeddings pré-entraînés, que ce soit des embeddings fixes ou des embeddings contextuels. Mais par contre, si tu n'as vraiment pas de données d'entraînement, comme c'était mon cas, là, passer par le translate train va donner de meilleurs résultats. Et donc, voilà, ils ont comparé donc, les
méthode cross-lingual avec des représentations embedding. Donc, il y a un embedding qui s'appelle Elmo, qui repose un peu sur des billes LSTM pour entraîner un modèle d'embedding sur un vaste corpus. Et ils ont comparé ça donc, avec les embeddings qu'ils ont utilisés. Et on va voir tantôt que le Elmo va donner de meilleurs résultats. Donc ça, c'est en gros un overview donc, du papier. Donc je pense qu'on va introduire un peu les Task-Oriented Dialogue Systems parce que c'est toujours le contexte de ce papier-là. En fait, avant l'avènement de ChatGPT, cette architecture-là était vraiment l'architecture la plus utilisée quand il s'agissait de mettre en place des chatbots. C'est ce qu'on appelle les architectures modulaires. Donc, dans les systèmes orientés tâches, ils utilisent plus les architectures modulaires. Et dans les systèmes ouverts, donc les chatbots, tout ce qui est open domaine, ils utilisent généralement une approche end-to-end. Donc, c'est par la suite que les language models sont utilisés dans cette approche end-to-end. Et des travaux aussi ont été faits dans les task-oriented dialogue systems pour voir est-ce qu'on peut utiliser des approches end-to-end aussi dans les task-oriented dialogue. Mais de manière générale, l'architecture modulaire était beaucoup plus efficace. Donc, dans cette architecture modulaire, comme son nom l'indique, il y a plusieurs modules. Chaque module va réaliser une tâche bien spécifique. Et quand un utilisateur vient pour adresser donc, une question, ou en tout cas une déclaration, ce qu'on appelle des utterances au chatbot, donc il va donner son entrée. Et le premier module, c'est le Language Understanding, donc ce qu'on appelle le NLU. Donc le NLU, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'entrée de l'utilisateur et il va essayer de deviner en fait quel est l'objectif de l'utilisateur, d'où le task oriented. Donc son objectif va représenter son intention. Donc il va se dire, OK, si je reçois un message comme Find me a movie, donc il va classifier cette entrée-là, il va donner l'intention Get Movie. Il va dire, OK, là je comprends que l'utilisateur cherche à avoir un film. Et ensuite, il va faire aussi ce qu'on appelle du slot filling. Il va essayer de regarder dans la phrase quels sont les bouts d'informations que je peux extraire. Donc ici, l'utilisateur ne s'est pas limité à dire donne-moi un film, mais il a donné le nom du film. Donc le nom du film, c'est le bout d'information qui sera stocké dans un slot. Donc le slot, c'est juste comme une sorte de variable. Donc ici, il va dire, OK, à partir de ça, je sais quelle est l'intention de l'utilisateur. Je sais quels sont les paramètres qui sont associés à cette intention-là. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire concrètement? Et à partir de là, je vais donner ça au Dialog Manager qui va essayer de prédire quelle est l'action suivante la plus pertinente par rapport à cette déclaration de l'utilisateur. Donc, est-ce que je vais appeler des API? Est-ce que je vais directement générer une réponse? Ça, c'est le Dialog Manager qui le dit. Et une fois qu'il donne la réponse, il va passer par du Language Generation. Donc, il va prendre les informations sous forme de représentation abstraite qu'il a reçue du Dialog Manager. Il va créer une phrase sur la base de ça pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Comme ici, il lui dit « When was it released ?» Donc, quand est-ce que ce film-là a été sorti? Donc ça, c'est de manière générale, en fait, l'architecture de base des systèmes de dialogue. Et à partir de là, en fait, le papier s'est plus focalisé sur cette première module-là, à savoir le Language Understanding. Donc, comment faire pour avoir un NLU qui soit très robuste parce que le Dialog Manager est agnostique à la langue. Donc, si vous regardez bien, le Dialog Manager, il prend en entrée une représentation abstraite donc de l'entrée de l'utilisateur. Il va aussi donner une représentation abstraite donc de la sorte. Ce qui fait que le Dialog Manager, lui, il est indépendant de la langue. Pour la partie Language Generation, on n'est pas forcément obligé d'utiliser des modèles génératifs. On peut aussi utiliser des Retrieval-Based Models où on peut avoir une base de réponses possibles. Et ensuite, en fonction de l'entrée, on peut choisir juste des réponses préfabriquées qu'on va ensuite parser avec la sorte du Dialog Manager pour donner la réponse. Ce qui fait que généralement, avec cette architecture-là, dès lors qu'on a un bon NLU, on peut avoir un bon chatbot dans n'importe quelle langue. Donc, c'est la raison pour laquelle le papier a plus fait le focus sur ce module-là et quand même porte le nom de Task Oriented Dialogue. Donc, c'est ça. Et partant sur ça, donc les travaux proposés ici proposent une approche qui est très utile. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Merci. Donc, partant de ça, il y a des approches qui sont très connues en fait pour résoudre cette tâche-là, qui utilisent les BLSTM et les CRF. Donc, les BLSTM, ce sont des types spécifiques donc, de réseaux récurrents. Je pense que vous devez être familier avec les RNN. Donc, ce sont des réseaux récurrents où à chaque fois qu'on a une entrée
X de T, on le passe à une cellule, et cette cellule-là va dépendre non seulement de l'entrée courant X de T, mais aussi des états cachés précédents. Donc ici, partant du time step T, donc on va prendre l'entrée X de T, mais aussi l'état caché H de T-1 qui vient de la cellule précédente. Donc avec X de T et H de T-1, on va avoir le nouvel état caché plus la sortie. Et ce nouvel état caché H de T va être utilisé dans le time step suivant, X de T plus 1 et ainsi de suite. C'est pourquoi on dit que c'est récurrent, parce qu'à chaque fois, la sortie d'une cellule est réutilisée dans la cellule suivante, et la cellule suivante va toujours encoder un peu d'informations des cellules précédentes. Et à la fin, on va se retrouver avec un vecteur contextuel qui va encoder pratiquement toute la séquence. C'est ce vecteur contextuel-là, par exemple, qu'on va passer au décodeur pour faire le traitement, si on est dans une architecture d'encodeur-décodeur. Donc, dans ces tâches-là, on utilise beaucoup de BLSTM. Donc, le BLSTM aussi, c'est encore une amélioration des LSTM, où on utilise, au lieu d'un seul LSTM, on va en utiliser deux qu'on va superposer. Et chaque LSTM va parcourir la séquence donc, dans un ordre spécifique. Donc, je pense qu'on va voir ça par la suite. Donc, les LSTM, généralement, ils ont un défaut, c'est ce qu'on appelle les vanishing gradients. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, qu'on fait la rétropropagation en arrière, les informations qu'on calcule ont tendance à s'évanouir par rapport à la longueur de la séquence. Donc, plus la séquence est longue et plus le système a du mal en fait, à garder les time steps au fil de la séquence. Mais dans ce contexte-là spécifiquement, vous allez vous rendre compte que les messages qu'on reçoit sont généralement assez courts. Donc, dans les tests qu'on étudie dans le système, on reçoit souvent ce qu'on appelle des iterations. Donc, ce sont des commandes qui tiennent généralement sur une phrase. Donc, c'est très rare qu'on ait des iterations qui tiennent sur un paragraphe ou plus. Ce qui fait que le problème du vanishing gradient ne se pose pas. D'où, en fait, le fait que les chercheurs continuent toujours de faire des recherches sur des architectures LSTM et BLSTM pour cette tâche-là. OK. OK, donc au-delà de ce contexte-là, en fait, ça montre en fait pourquoi les chercheurs ont cherché à avoir des approches de transfer learning pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter des travaux, des données, des modèles qui ont été entraînés sur l'anglais pour essayer de les appliquer sur des cas spécifiques ici, donc l'espagnol et le thaïlandais. OK, donc là, pour l'espagnol, donc, ils vont présenter ensuite les jeux de données, donc comment ils les ont collectés. Donc là, ils ont demandé à des enfin, je ne vais pas appeler ça des linguistes, mais plus des native speakers, c'est-à-dire des personnes en fait qui parlent une langue de manière native, donc depuis qu'ils sont nés. Ils vont leur demander en fait comment est-ce que vous allez par exemple faire des tâches spécifiques sur les domaines. Donc ce que j'ai oublié de préciser ici, c'est que les datasets en fait ils ciblent des domaines spécifiques. Donc ici il y a un domaine sur l'alarme, je pense que je l'ai mis quelque part par là. Excusez-moi pour le bruit de fond, donc j'habite un peu en face de la mosquée. Voilà, donc ici les domaines couverts par le dataset, ce sont les domaines alarme, rappel et météo. Et donc ici, pour collecter les données, ils sont partis sur des gens qui parlent ces langues-là. Ils leur ont dit, OK, pour l'alarme, comment tu fixerais une alarme, comment tu demanderais à un système de te faire un rappel, comment tu demanderais à un système des informations sur la météo, etc. Et ces gens-là ont imaginé des déclarations possibles qu'ils ont rassemblées, et c'est ça qu'ils ont constitué en un dataset pour l'anglais. Pour le Spanish et le Thaï, ils ont juste demandé donc, à ces native speakers-là de faire la traduction. Donc, ils ont trouvé d'autres native speakers pour le Spanish et d'autres native speakers pour le Thaï qui ont fait la traduction. Et ensuite, après la traduction, donc, ils ont fait un arbitrage, ce qu'on appelle l'adjudication. Et dans cet arbitrage-là, ils vont voir, OK, si les deux annotateurs disent que telle phrase correspond à telle intention, que les deux intentions sont différentes, il va falloir quelqu'un, une troisième personne pour trancher. Et cette troisième personne-là, ils ont pu l'avoir pour le Spanish, mais ils n'ont pas pu l'avoir pour le Thaï, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de données sur le thaïlandais. Parce qu'à chaque fois que les deux annotateurs ne sont pas d'accord sur une annotation spécifique, dans le cas du thaïlandais, on le supprime parce qu'ils n'ont pas une troisième personne pour faire l'arbitrage. Donc c'est ce qu'ils ont illustré ici. Maintenant, ils ont essayé d'investiguer donc plusieurs stratégies de cross-lingual transfer.
Donc, une des stratégies, c'est le Cross-Level Natural Language Understanding, qui a été proposé par Sébastien Dudot. Donc, Sébastien Dudot aussi, c'est un chercheur que je respecte beaucoup, qui a fait beaucoup de travaux sur les modèles multilingues. Donc, ils ont essayé d'exploiter ça. Donc, en plus du fait d'utiliser donc une nouvelle technique comme on l'a mentionné tantôt. Ok. Donc ça, voilà, ça encore, ce sont des trouvailles qu'on a évoquées tantôt, sur le fait que le choix optimal en fait des modèles de transfert va dépendre de la taille de ton training data, et que généralement c'est en cas de zero shot training que le translate train donne de meilleurs résultats, mais généralement le translate train donne des résultats beaucoup plus médiocres, comme on va le voir. Donc ça, c'était en ce qui concerne les données. Maintenant, pour voir un peu les modèles NLP qu'ils ont mis en place. Donc ici, ils ont utilisé deux modèles différents. Dans l'architecture, ils ont juste illustré un des modèles. Donc, ils ont utilisé un premier modèle pour faire ce qu'on appelle du domaine classification. C'est-à-dire quand l'utilisateur donne un message, ils vont d'abord voir à quel domaine appartient le message. Est-ce que ça appartient au domaine des alarmes? Est-ce que ça appartient au domaine des météos? Est-ce que ça appartient au domaine c'était quoi le troisième domaine? Des rappels, voilà. Donc, une fois qu'ils font cette étape-là, ils passent à une deuxième étape où ils vont entraîner un modèle spécifique par rapport au domaine. Donc, si le système trouve que, par exemple, le message appartient au domaine des alarmes, il va rediriger le message vers le NLU qui est entraîné sur les alarmes, et ainsi de suite pour les autres. Et à chaque fois, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'entrée de l'utilisateur, donc ils le tokenisent, ils découpent ça en plusieurs tokens. Si on suppose que les tokens, ce sont des mots, ensuite, ils vont prendre une matrice d'embedding qui a été entraînée sur des données spécifiques, et ils vont faire en fait un matching donc, entre les vecteurs de cette matrice d'embedding-là et les mots. Donc ici, on va considérer par exemple que les matrices d'embedding qu'ils vont utiliser, ils vont avoir une taille de n fois m, avec m la taille de la séquence. Donc ici, par exemple, on a une séquence de taille 8, donc on a 8 mots. On va considérer, donc on a une matrice de taille n fois 8, quoi, donc n lignes et 8 colonnes. Donc chaque colonne va correspondre à un vecteur, chaque vecteur va encoder donc le mot correspondant. Donc une fois qu'on a les vecteurs d'embedding, on va passer ça en BLSTM. Et à partir de là, il y a deux chemins possibles. Les deux chemins sont faits un peu en même temps. Donc le BLSTM va prendre donc les vecteurs d'embedding et va sortir les différentes hidden states. Donc, quand il va sortir les hidden states, pour la partie de classification d'intention, donc les hidden states, on va appliquer une couche de self-attention avec une fonction d'activation softmax. Cette softmax-là va sortir la distribution des probabilités sur les différentes intentions qui sont possibles. Et à partir de là, on va regarder en fait quel est le label avec la plus grande probabilité. C'est ça qu'on va considérer comme l'intention correspondante. Donc, c'est cette couche de self-attention-là qui va dire quelle intention on a. Ensuite, pour le CRF, donc il y a des phases intermédiaires, c'est-à-dire qu'à partir de là, pour chaque mot, donc on a un BLSTM, ce qui veut dire qu'on a deux LSTM qui sont superposés. Donc on va faire un premier forward pass. Donc pour chaque mot, on va faire un forward pass, donc de la gauche vers la droite. On va sortir les différentes hidden states qu'on va concaténer. Ensuite, on va faire le backward pass. Donc il va parcourir, il y a l'autre LSTM qui va parcourir dans le sens opposé. Il va sortir aussi les différentes hidden states qu'on va concaténer. Ensuite, on va prendre ces deux hidden states-là, on va les passer à une fonction softmax. Et cette fonction softmax-là va sortir la distribution de probabilité pour le mot correspondant. Et c'est cette distribution-là qu'on va donner au CRF, qui va prédire le label correspondant. Donc, et à partir de là, le CRF va pouvoir dire, OK, dans la phrase set an alarm for tomorrow at 7 a.m., tomorrow at 7 a.m., donc c'est ça qui va correspondre au temps. Donc, à quel moment, en fait, la personne a besoin de fixer l'alarme. Donc, c'est un peu le fonctionnement de la classification ici. Donc, on a un même modèle, BLSTM plus CRF, et ce même modèle-là va faire à la fois du token classification et du sentence classification. Maintenant, ici, dans cette première phase-là, vous pouvez vous poser une première question à se dire, mais attends, cette matrice d'embedding-là, en fait, ça provient d'où? En fait, cette matrice d'embedding qui permet aux différents auteurs donc, d'encoder les différents mots, donc ils vont les trouver dans différentes approches possibles. Une première approche, c'est très simple.
Donc, on va prendre une première matrice d'embedding qu'on va initialiser avec des zéros. Et ensuite, on va laisser le modèle apprendre les différents paramètres durant l'apprentissage. Ensuite, ils ont testé une autre approche, les XLU embeddings. Donc, ils ont pris les travaux d'autres chercheurs qui ont entraîné, en tout cas qui ont pré-entraîné donc un modèle multilingue d'embedding. Ils ont récupéré la matrice. Et étant donné que ce modèle-là a été entraîné sur des données différentes, les vocabulaires seront différents donc, entre la matrice d'embedding de ces chercheurs-là et la matrice et les données qu'on a ici dans ce papier-là. Ce qui fait que quand on va faire un lookup, donc quand on va faire une recherche, donc supposons qu'on ait cette phrase-là, pour le mot 7, on va aller dans la matrice d'embedding pour essayer de récupérer le vecteur correspondant à 7. Donc si le vecteur s'y trouve, tant mieux, on récupère directement le vecteur d'embedding. Mais si le vecteur ne s'y trouve pas, on va juste remplacer par des vecteurs 0. Donc c'est un peu un mix entre cette approche-là et une approche où on va récupérer donc une matrice d'embedding. Donc ça, c'est pour la partie XLU embedding. Maintenant, ce dont on va se rendre compte ici, c'est que les embeddings ici sont fixes, donc ils ne vont pas dépendre du contexte de la phrase. On va juste prendre les mots séparément et chercher les vecteurs. Alors que dans les encodeurs embedding, on va essayer de prendre en compte le contexte. Et au lieu d'aller chercher une matrice d'embedding et chercher les vecteurs correspondants, on va prendre un autre modèle, donc un BLSTM, entraîné sur une tâche de traduction. On va récupérer le sentence encodeur, c'est ce que j'illustre ici. Donc, on a un modèle encodeur-décodeur, mais on va plus se focaliser sur l'encodeur. On va passer la phrase en entrée et on va récupérer le vecteur contextuel qu'on va traiter ici. Et ça nous permet d'avoir les informations contextuelles donc, par rapport au XLU embedding. Ils sont allés aussi beaucoup plus loin, c'est-à-dire que dans les embeddings des encodeurs, ils vont tester aussi différentes approches pour voir quel modèle allait donner de meilleurs résultats. Donc ici, ils vont comparer différents modèles LSTM, donc ils vont toujours se baser sur des modèles LSTM de traduction pour essayer de voir en fait où est-ce qu'on peut récupérer les embeddings qui peuvent porter des informations beaucoup plus riches par rapport à ce qu'on va faire. Donc ici, ils ont comparé aussi un autre travaux. Donc COV, c'est un peu Contextual Vector Embeddings, où voilà, ils ont juste entraîné un modèle de traduction automatique pour traduire dans une seule direction. Donc on part de la langue à faible ressource vers la langue à ressources riches. Donc on part soit de l'espagnol vers l'anglais uniquement, et un autre modèle qui va partir du thaïlandais vers l'anglais uniquement. Donc ça, c'est la première approche qu'ils ont. La seconde approche, c'est un modèle bidirectionnel. Donc ici, quand les auteurs parlent de multilingual, COV, en fait, ils entendent par là un modèle bidirectionnel qui va traduire de la langue source vers l'anglais, mais aussi de l'anglais vers la langue source, les deux à la fois. Mais à chaque fois, c'est un modèle spécifique pour une paire de langues, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'ils utilisent ici encore, la direction. Voilà. Donc ici aussi, en fait, pour faire en sorte que le modèle sache quelle direction de traduction il va adopter, ils vont rajouter un token supplémentaire, mais pas dans l'encodeur. Donc ils vont rajouter un token supplémentaire, pas dans l'encodeur, mais dans le décodeur directement. Donc ils vont uniquement donner pour l'encodeur la phrase en entrée. Donc il va encoder l'entrée, créer le vecteur contextuel. Et au moment de donner le vecteur contextuel au décodeur, c'est là où ils vont lui donner le token qui va indiquer au décodeur dans quelle langue il veut décoder. En fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne veulent pas que ce vecteur-là, en fait, influe dans la capacité de l'encodeur à créer un espace vectoriel. Parce que l'idée, c'est de créer un espace sémantique partagé. Donc, c'est ce qui est illustré dans cet article-là. Et c'est ça qui fait un peu la puissance du cross-lingual embedding. C'est-à-dire que si vous avez un modèle monolingue que vous entraînez sur une langue spécifique, le modèle, quand il va faire l'entraînement, il va prendre chaque mot de ton input, il va créer des vecteurs qu'il va projeter dans son espace latent. Et dans cet espace latent-là, les mots qui partagent une similarité sémantique vont être proches dans cet espace-là. Mais comme c'est un modèle monolingue, c'est uniquement les mots qui appartiennent aux mêmes langues qui vont être proches dans cet espace-là. Et quand il s'agit des modèles multilingues, ce qu'on veut, c'est que même si les mots sont exprimés dans des langues différentes, comme ici,
Donc, même si les mots sont exprimés dans des langues différentes, on cherche à ce qu'ils soient quand même proches dans l'espace sémantique dès lors qu'ils partagent des similarités sémantiques. Donc, si je donne un exemple simple, c'est si j'utilise un mot wolof, par exemple, comme dëkkuwaay, ou en anglais house, en français maison, si on les projette dans l'espace, étant donné qu'ils signifient la même chose, ces mots-là seront proches dans ce niveau d'espace-là. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que le modèle, ce qu'il va savoir sur le mot house ou sur le mot maison, parce qu'il aura vu beaucoup d'exemples, il va pouvoir appliquer la même chose sur le mot dëkkuwaay, même s'il n'a pas vu beaucoup d'exemples du mot dëkkuwaay. Ce qui fait que plus on mélange généralement des langues qui partagent une certaine similarité, plus le modèle aura une capacité donc à performer sur une autre langue dans laquelle il a vu moins d'exemples de données grâce à ces capacités multilingues-là. Et c'est ce qu'ils ont cherché à faire dans ce multilingual code. Ensuite, ils sont allés un peu plus loin en utilisant un modèle multilingual code, donc toujours un modèle bidirectionnel donc de traduction, et ils ont rajouté un objectif auto-encodeur. Donc les auto-encodeurs, c'est quoi? Ce sont des modèles qu'on entraîne de telle sorte que si on lui donne une entrée, le modèle soit capable de répliquer la même entrée en sortie. Donc généralement, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'entre l'entrée et la sortie, dans le vecteur contextuel, plus le modèle est capable de donner exactement le même résultat en sortie, plus le modèle sera capable de compresser en fait l'entrée dans l'espace latent. Donc généralement, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc ici, les chercheurs ont essayé de combiner un peu les deux, c'est-à-dire que dès lors qu'on lui donne en entrée une phrase en anglais, avant il pouvait seulement traduire soit en espagnol, soit en thaïlandais, mais cette fois-ci on lui dit ok, tu as une phrase en anglais en entrée, tu vas pouvoir traduire non seulement en espagnol, mais aussi en anglais. Et quand on lui donne en thaïlandais aussi, c'est la même chose. Il va non seulement pouvoir traduire en anglais, mais il va aussi pouvoir traduire en thaïlandais. Et ce que les chercheurs espèrent avoir ici, c'est une meilleure généralisation, tout simplement. Parce qu'avant, en fait, le décodeur, il était conditionné par la langue en entrée. Donc, s'il avait l'anglais, il pouvait uniquement traduire vers l'espagnol. S'il avait l'espagnol, il pouvait uniquement traduire vers l'anglais. Cette fois-ci, on lui dit que, OK, avec l'anglais, non seulement tu vas pouvoir traduire en espagnol, mais tu vas pouvoir aussi traduire en anglais. Donc là, le décodeur, en fait, devient quelque part indépendant de la langue d'entrée et va pouvoir traduire vers plus de langues différentes. Et en ayant ça, en fait, on espère avoir donc, des vecteurs d'embedding qui généralisent mieux que si on avait uniquement cette condition-là impliquée par les différentes langues. Donc voilà un peu les différents contextes d'expérimentation présentés par les chercheurs. Et ici, on va voir en fait un phénomène qui est intéressant, c'est-à-dire que donc au-delà de ces embeddings-là qu'ils ont utilisés, ils ont voulu utiliser un modèle qui est très connu, qui s'appelle Elmo, que vous pouvez voir. C'est un peu, si vous retournez en fait dans l'histoire du NLP, vous allez voir depuis Word2Vec, donc les premières représentations vectorielles des mots qui ont commencé avec le bag of word, le skipgram, ensuite on est passé à Glove, ensuite à Elmo, qui utilise toujours des BLSTM pour calculer les embeddings. Donc c'est un modèle pré-entraîné qu'ils ont voulu tester, mais ce modèle-là en fait contient de l'anglais, contient de l'espagnol, mais ne contenait pas du thaïlandais en fait dans Elmo. I trained only local source language and therefore neither of them are multilingual encoders. Voilà, donc ici je pense qu'il y a uniquement l'anglais, mais il n'y a pas en fait les langues à faible ressource qu'ils ont voulu tester. Et ça, en fait, ça illustre un problème qu'on a dans les langues à faible ressource, c'est que les langues ne sont pas à faible ressource à un même niveau. Donc par exemple, quand je dis le Wolof, le Serer et peut-être le thaïlandais, ce sont tous des langues à faible ressource, mais le thaïlandais a certaines ressources que le Wolof n'a pas. Et donc, sur certains cas, tu peux trouver un papier qui traite un cas spécifique sur le thaïlandais, parce que c'est une langue à faible ressource. Mais quand tu veux l'appliquer dans ta propre langue, il se trouve que tu n'as pas vraiment certains outils que cette langue a. Et donc, ce papier-là, en fait, essaie d'explorer les différents niveaux de faibles ressources qu'on peut avoir. Et ils l'ont séparé, en fait, sur 3 niveaux. Ils disent que, OK, lorsqu'on catégorise les langues à faibles ressources, il y a 3 dimensions à considérer. Il y a d'abord la disponibilité des task specific labels, c'est-à-dire que tu adresses une tâche spécifique, il te faut des données annotées pour cette tâche spécifique-là.
donc comme la classification d'intention. Donc, soit tu as des données spécifiques à la tâche que tu peux faire et que ces données-là soient annotées, soit tu as des données dans la langue cible, mais qui ne sont pas annotées, pour entraîner par exemple des modèles d'embedding, soit tu as des données auxiliaires. Les données auxiliaires, c'est quoi? C'est comme dans ce cas spécifique, je vais entraîner un modèle de classification d'intention, je n'ai pas ces données, je vais utiliser des données anglais pour les traduire. Donc, il me faut un système de traduction. Pour avoir ce système de traduction, il me faut des données d'entraînement pour les systèmes de traduction. Donc, les données d'entraînement, ce sont des données auxiliaires qui vont m'aider pour cette tâche-là. Et ça, on ne l'a pas forcément pour toutes les langues. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les approches qui sont développées dans une langue donnée, même si c'est à faible ressource, ne sont pas applicables forcément à une autre langue à faible ressource. C'est la raison pour laquelle il faut toujours voir la configuration dans laquelle tu te trouves. Donc ensuite, je pense qu'on va passer un peu les détails des implémentations pour gagner un peu plus de temps. Donc là, tous les modèles en fait pratiquement ont été entraînés avec Versec qui sont développés par Meta, c'est des ingénieurs de Meta. Ensuite, on va voir qu'il y a d'autres modèles aussi qui sont développés avec PyTex, qui n'est plus maintenu maintenant. Voilà, donc pour les données aussi, ils ont utilisé un jeu de données existant. Voilà, c'est ce qu'on appelle les données auxiliaires dont je parlais tantôt. Donc, pour créer les modèles de traduction, ils se sont appuyés sur les données Europarl, qui utilisent un peu les données du Parlement européen. Et IWS, je pense que c'est IWSLT, je pense qu'il y a une erreur ici, qui sont des données de transcription, donc de speech. Ok, donc là aussi, c'est les paramètres d'entraînement. Je pense qu'on peut passer dessus. Il y a le tableau 2, en fait, qui montre les perplexités de traduction. Donc, les perplexités, c'est un peu une métrique qui essaie de voir, en fait, à quel point un modèle probabiliste est capable de prédire un échantillon donné. Donc, vous pouvez voir ça comme une métrique qui évalue donc, la qualité d'un modèle de langue. Et plus la perplexité est faible, et plus le modèle performe. C'est un peu comme l'inverse des scores de confiance, c'est-à-dire à chaque fois que le modèle prédit un token avec un score de confiance élevé, ça veut dire que la perplexité sera très faible. Ici, on peut voir en fait que les perplexités en fait sont assez similaires pour l'anglais, selon qu'on utilise un embedding unidirectionnel ou un embedding multidirectionnel. Donc, que ça soit pour le Spanish comme pour le thaïlandais, ça reste assez similaire. C'est uniquement en fait quand on ajoute l'auto-encodeur que la perplexité augmente. Et donc, en fait, c'est comme si le auto-encodeur en fait, était en train d'entraver les capacités du modèle à bien prédire en fait, sur les tokens à suivre, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'ils utilisent ici. Et donc, en fait, l'hypothèse que les chercheurs ont émise pour essayer d'expliquer cette augmentation de perplexité-là, c'est qu'en fait, dans les données d'entraînement qu'ils ont utilisées, dans Europarl, qu'ils ont utilisé ici, donc les phrases entre l'anglais et l'espagnol sont beaucoup plus longues que les phrases utilisées en fait avec le thaïlandais. Et donc, ils se disent que, OK, bon, si les phrases sont beaucoup plus longues, ça veut dire que le modèle aura beaucoup plus de problèmes à prédire les tokens à venir, ce qui fait que la perplexité a augmenté. OK, donc, ensuite, c'est les expérimentations sur les cross-lingual learning. Donc, ici, ils vont comparer plusieurs environnements d'expérimentation. Soit ils utilisent le target only, soit ils utilisent uniquement le jeu de données de la langue cible dans l'entraînement. Soit ils font du cross-lingual, donc ils vont utiliser des embeddings avec donc des données multilingues qu'ils ont entraînées. Soit ils vont utiliser de la traduction, donc ils vont traduire le jeu de données d'entraînement. Et c'est ça qu'ils vont essayer un peu de comparer dans ce gros tableau-là, qu'on va essayer de parcourir rapidement. En fait, là, ils se rendent compte que si on focus déjà sur le Spanish, lorsqu'ils vont utiliser uniquement les jeux de données sur la langue Spanish, donc sur la langue espagnole, donc ici, on a le modèle de baseline. Donc, à chaque fois qu'ils vont ajouter des embeddings, on a une augmentation généralement par rapport à la baseline.
Donc ici, pour les cellules embeddings, on n'a pas vraiment d'augmentation, mais de manière générale, on peut voir qu'on a une augmentation selon les différentes métriques. Donc ici, il considère 4 métriques différentes, donc le domaine accuracy, donc c'est la précision par rapport au domaine. C'est la première couche de classification qu'ils font. Ensuite, il y a l'intent accuracy, donc l'accuracy du modèle par rapport à la classification d'intention. Et ensuite, le F1 score, c'est un peu un mix entre la précision et le recall, sur tout ce qui est en fait slot filling, donc pour évaluer la capacité du modèle à identifier les différents slots. Et l'exact match, en fait, c'est le nombre de samples que le système prédit correctement, que ce soit dans le domaine, plus le intent, plus le slot. Donc l'exact match est beaucoup plus restrictif que les 3 autres. C'est la raison pour laquelle les scores sont beaucoup plus faibles. Mais de manière générale, donc à chaque fois qu'on utilise des embeddings, on a une certaine amélioration du score par rapport à la baseline. Donc même si vous jetez un coup d'œil général par rapport au tableau, vous allez vous rendre compte que la plupart des résultats se ressemblent. Et donc ne sont pas si différents que ça. L'autre chose qu'on va remarquer aussi, c'est que pour le F1 score, donc à chaque fois qu'on utilise la traduction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on part de la langue à forte ressource qui est l'anglais, on traduit vers l'espagnol ou le thaïlandais, bah, le score F1 va drop en fait. Si on regarde ici par rapport au Elmo par exemple, au multilingual cove et au cove, le score en fait par rapport au translator va drop drastiquement. Alors que ici, en fait, le Elmo donnait de meilleurs résultats, et même ici, le Elmo donne toujours de meilleurs résultats. Donc ça, c'est seulement dû au fait que, enfin, pas seulement, mais en tout cas, une des raisons qui fait que le Elmo soit plus pertinent, c'est que le Elmo a été entraîné sur beaucoup plus de données, tout simplement. Donc c'est ce qui a été utilisé un peu comme matrice d'embedding pour améliorer les compétences du modèle. Je pense que c'est l'hypothèse que les chercheurs ont donnée ici dans les différents commentaires. Donc au-delà de ça, le Translate Train pour les slots F1 donc, vont donner des scores qui sont beaucoup moins élevés parce que durant la traduction, en fait, il y a une phase de projection d'annotation. C'est-à-dire qu'on a une phrase qui a été annotée. Par exemple, je vais à Paris. Donc Paris va être annoté comme étant un slot, location. Quand on traduit dans la phrase cible, on aura par exemple, je ne sais pas, Damaïdem Paris. Maintenant, le Paris qu'on aura dans la phrase cible doit aussi être annoté. Et cette projection-là se fait automatiquement durant la traduction, donc avec des good alignment algorithmes. Et en fait, ces aligneurs de mots-là ont tendance à induire du bruit parce que cette projection-là n'est pas parfaite. Et c'est ce bruit-là qui est induit durant la traduction qui fait que le slot F1, donc le score du slot F1 a tendance à diminuer pour les translate trains. Pour les cross-lingual, on va avoir quelque chose d'assez similaire aussi. C'est-à-dire que même si on a des matrices d'embedding qui sont multilingues, à chaque fois qu'on ajoute en fait des embeddings, on a toujours un score élevé. Ici, avec le 75-96, on a toujours un score élevé et on a toujours le Elmo aussi, le Elmo qui donne toujours de meilleurs résultats. Donc, par rapport au Thaïlandais, on a quelque chose d'assez similaire. Donc, le Translate Train drop toujours. Et ici, dans les embeddings aussi, on a toujours de l'augmentation, même si l'augmentation semble assez minimale. Et ce qui en ressort ici, c'est en fait que les méthodes d'embedding vont donner de bons résultats par rapport à si on utilise uniquement la langue source, mais les résultats qu'ils donnent restent quand même très, bon, je ne dirais pas très faibles, mais l'augmentation, en fait, voilà, c'est l'augmentation de performance qui reste assez faible, même si ça reste assez intéressant. Donc, je pense que la particularité du modèle thaïlandais, c'est que ici, en fait, le monolingual cove, donc l'utilisation en fait du modèle de traduction monolingue ici a donné de meilleurs résultats par rapport à l'utilisation du modèle de traduction multilingue par rapport à ce qu'on a vu ici, où le multilingue donnait de meilleurs résultats par rapport au monolingual. Donc c'est ça un peu
la différence, mais sinon, de manière générale, donc on a des résultats qui sont assez similaires. Donc, je pense que c'est ce que les auteurs ont essayé d'illustrer ici. Par rapport à l'anglais, bon, je n'ai pas parlé de l'anglais parce que l'anglais, c'est la première ligne ici en haut. Il donne de meilleurs résultats par rapport à toutes les autres langues parce qu'on a beaucoup plus de données en anglais que dans les autres langues. Donc, c'est un peu ce qui est résumé ici. Donc, les résultats pour les deux langues suggèrent que les représentations de mots pour les modèles pré-entraînés donc, augmentent les résultats sur soit si on utilise les training only, donc si on utilise les target language data, c'est-à-dire les données dans la langue cible uniquement, ou si on utilise donc des embeddings pré-entraînés. Et donc le choix des embeddings semble avoir que très peu d'influence par rapport à la capacité globale du modèle. Mais ça, c'est si on se trouve dans un contexte de few shot. Donc, ils ont ensuite fait d'autres expérimentations sur des zero shot, et c'est là où les résultats sont plus parlants, quoi. Ok, donc ici aussi, il présente des hypothèses en fait, sur le fait que qu'est-ce qui apporte plus de performance en fait, lorsqu'on utilise des embeddings pré-entraînés. Il pense qu'en fait, c'est le fait de partager les couches BLCM avec les embeddings, ou bien les couches CRF avec les embeddings, entre la langue à faible ressource et la langue à forte ressource. En fait, c'est ça qui fait que le modèle a plus de performance, plus par rapport au type d'embedding qui est utilisé. Donc, je pense que le type d'embedding utilisé a très peu d'influence sur les capacités globales du modèle. Quand il s'agit du few shot, maintenant, quand il s'agit du zero shot, où on n'a vraiment pas de données d'entraînement sur les langues à faible ressource, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, utiliser des embeddings pré-entraînés donne de meilleurs résultats, et aussi le fait de traduire les données d'entraînement dans la langue cible donne de meilleurs résultats. Donc, quand j'ai dû appliquer ces résultats-là à mon papier, donc un papier que j'ai publié aussi sur l'application de ces principes-là donc sur une langue Wolof. C'est ce que j'ai fait. J'étais dans un contexte où j'avais pas vraiment de données en Wolof, donc j'ai pris un jeu de données, donc Amazon, qui a été publié par Amazon, un jeu de données qui s'appelle Massive. J'ai traduit en Wolof et j'ai essayé de mitiger en fait les bruits qui sont induits dans la projection de notation lors de la traduction, donc avec une approche qui est différente de ça. Donc après, vous pouvez essayer de voir l'approche que j'ai proposée ici, dans ce papier-là. Donc voilà, en quelque sorte, je vais essayer de parcourir les commentaires que j'avais faits sur ce papier-là, en ce qui concerne les conclusions. Donc les conclusions, c'est ce qu'un peu j'ai essayé de résumer ici, ce que j'ai évoqué tantôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans un contexte de few shot, avec juste des centaines d'exemples dans votre langue cible, vous pouvez soit utiliser des cross-lingual pretend embeddings, donc vous allez pouvoir prendre un modèle d'embedding pré-entraîné sur des mots et l'utiliser comme modèle d'embedding, soit vous pouvez utiliser des embeddings contextuels que vous allez piocher à partir d'un modèle de traduction. Et à chaque fois, en fait, ces deux approches-là sont beaucoup plus efficaces par rapport au fait de traduire le jeu de données dans la langue cible, donc sur le principe du translate train. Et si vous vous retrouvez dans des contextes vraiment de zéro shot, là, en fait, traduire le jeu de données va donner de meilleurs résultats. Et ici, en fait, le type d'embedding que vous allez utiliser, que ce soit des embeddings fixes, des embeddings contextuels, ça influe très peu sur la qualité finale du modèle, même si vous avez des améliorations. Donc, si vous avez accès à des modèles contextuels comme Elmo, qui ont été entraînés sur un jeu de données très important, bah, ça va aider. Mais si ces modèles-là n'incorporent pas votre langue, là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, des choses qu'on peut retenir dans ce papier-là, bah, la première chose, c'est le dataset qu'ils ont publié, qui contient de l'anglais et de l'espagnol du thaïlandais, que vous pouvez réutiliser, traduire dans votre langue et faire les mêmes expérimentations.
Maintenant, quand vous allez construire un dataset, en fait, mettre en place un guideline est extrêmement important pour améliorer la qualité du dataset que vous allez créer. Donc, nous, ça nous est arrivé dans l'entreprise dans laquelle j'étais, où on était en train de collecter un jeu de données sur la traduction. Et qu'à la base, il n'y avait pas de guidelines qui ont été émis. Et comme on travaillait avec plusieurs linguistes, les linguistes, à chaque fois qu'ils tombaient sur des phrases où il y avait des parties qu'ils ne pouvaient pas traduire, il y a certains linguistes qui complétaient par des dièses, d'autres linguistes qui complétaient par des dollars, et d'autres linguistes qui laissaient juste la phrase comme ça. Et donc, moi, quand je faisais le traitement de ces données-là, j'étais obligé donc d'implémenter des fonctions au cas par cas pour pouvoir détecter ces différentes anomalies-là. Alors que si on avait mis des guidelines dès le départ, les différents linguistes pourraient tous adopter une même stratégie et ce serait plus facile de passer les données par la suite. Ensuite, ce qu'on peut retenir, c'est que le choix optimal du méthode de transfert va dépendre en fait de la taille de ton jeu de données d'entraînement. Donc, c'est ce dont on parlait tantôt. Quand c'est du zero shot, traduire les données va donner des meilleurs résultats. Quand c'est du few shot, utiliser du joint training, donc avoir un modèle multilingue où vous allez mélanger à la fois les données dans la langue à faible ressources et les données dans la langue à forte ressources vont donner de meilleurs résultats, indépendamment du fait que vous utilisez des embeddings fixes ou des embeddings contextuels, même si les embeddings contextuels donnent de meilleurs résultats, mais de manière assez légère. L'autre chose à retenir aussi, oui, c'est tout ce qui est projection d'annotation. En fait, la traduction a tendance à gâter un peu la classification au niveau des slots. C'est ce qui expliquait tout à l'heure les faibles scores F1 sur le Translate Train, parce qu'à chaque fois, en fait, les algorithmes d'alignement ont tendance à induire des biais dans la projection d'annotation. Donc, moi, dans mon papier, je n'ai pas utilisé d'algorithme d'alignement. Donc, il y a d'autres approches qui existent, comme les marker base, que j'ai utilisé pour essayer de mitiger cet aspect-là. Donc, ensuite, l'autre point à retenir, c'est que le fait d'ajouter des embeddings va contribuer à booster les performances. Donc, c'est ce qu'on disait, indépendamment de la nature des embeddings utilisés, que ce soit fixe. Mais l'amélioration reste quand même assez subtile, quoi. Ensuite, bon, il reste beaucoup de fenêtres à explorer sur les cross-lingual embedding. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ce papier-là, parce que ça ouvre des portes sur la recherche dans ce domaine-là. Donc, ici, on n'a pas vraiment utilisé de caractères embeddings, donc des modèles d'embedding dont la tokenisation va se faire par caractère, étant donné que le thaïlandais utilise donc un script qui est différent par rapport au script latin. Passer par du caractère embedding, soit en tout cas des embeddings qui soient beaucoup plus spécifiques à la langue pour donner de meilleurs résultats. On peut aussi inclure un learning objectif qui est différent du auto-encodeur dans les traductions, donc pour toujours avoir des vecteurs latents qui vont maximiser la proximité entre les mots qui présentent des similarités sémantiques, même s'ils sont dans des langues différentes. Donc ça aussi, c'est une approche qu'on peut explorer, ou on peut aussi essayer de combiner plusieurs autres approches différentes. Le modèle a beaucoup présenté des approches basées sur le BLSTM, mais il y a des approches aussi qui utilisent des modèles comme BERT ou XLMR qui peuvent donner encore de meilleurs résultats. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai essayé de tenir un peu dans les temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, et on pourra les prendre pour compléter un peu la présentation. Ok, merci beaucoup, Derek. Il y a quelques questions que j'avais notées. Donc, les questions, c'était sur les CRF. Donc, si tu peux revenir sur les CRF. Donc, les CRF, c'est un peu ce qu'on appelle les conditional random fields. Donc, c'est des champs aléatoires, conditionnels qu'on utilise en fait pour essayer de faire des classifications sur tout ce qui est token classification. Donc, ici, quand il s'agit de prendre une phrase, on utilise du sentence classification, donc avec des modèles BERT qui vont considérer toute la séquence. Mais dans cette même séquence-là, si on a besoin d'avoir juste ce qu'on appelle des spans, donc des parties de la séquence,
C'est là où on passe par les CRF. Donc, ce sont des modèles statistiques qui essayent un peu voilà, d'apprendre entre les différentes parties voisines de la séquence quelles sont les parties qui correspondent à un label spécifique. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, il y a énormément de maths et de probabilités dedans. Je pense que si vous essayez de taper un peu conditional random field sur Internet, vous allez avoir beaucoup de documentation là-dessus. C'est plus des approches statistiques.